programmes ne sont même pas lisibles par obsolescence pure et simple, ou bien quand ils sont pas accessibles tout simplement pour des questions de droit ou n'importe quelle question. Évidemment, toutes ces possibilités-là commencent à s'amenuiser considérablement. Mais ce sont d'autres questions. Disons que dans ma démarche, je prends comme j'assume que en fait le programme est éventuellement à ma disposition. Bien. Alors évidemment, dans le répertoire, il y a, je l'ai dit, autant d'instruments de musique, finalement de programmes informatiques que d'œuvres différentes. Il peut y avoir différentes méthodes de travail au sein d'un même environnement logiciel. Et évidemment, on peut avoir aussi différents logiciels utilisés de l'un à l'autre. Alors je prends un autre exemple sur lequel j'ai travaillé il y a longtemps, mais un peu récemment également. Il me semble que pardon, je l'ai ouvert dans Super Collider, mais je passe immédiatement parce qu'elle me paraît, comment dire, euh, non, elle me paraît très bien contrebalancer ce que je viens de présenter chez Manouri par exemple. Pardon, je vais juste l'ouvrir dans Texte Edit. Donc Soliloque sur X, X, X et X de Fabien Lévy, c'est une œuvre. On peut raisonnablement qualifier ça d'œuvre dans la mesure où le compositeur le qualifie ainsi. C'est une œuvre très très particulière dans le répertoire électroacoustique puisque en fait sa modalité de réalisation est en fait comme son sous-titre commentaire par un ordinateur d'un concert mal compris de lui l'indique. C'est une œuvre pour ordinateur seul. Mais elle se joue en fait en général, enfin d'après les recommandations du compositeur, elle est censée se jouer à la suite d'un concert dont on extrait 6 échantillons de durée à peu près libre, 6 échantillons sonores, qu'on injecte dans le programme à partir de, j'avais en principe copié l'interface, dans cette interface, et à partir de là, en fait, toute une partition, et qui est extrêmement minutieusement écrite, va s'actualiser en fonction des variables issues de ces 6 échantillons. Ces variables étant très simples, en fait, puisqu'il s'agit des durées en secondes. Et pour chaque sample, on choisit 3 points, donc un point d'amplitude la plus faible possible, et 2 points d'amplitude la plus forte possible dans les deux moitiés temporelles du sample. Et pour chacun de ces 3 points, donc la position temporelle joue le rôle de variable. Un détecteur de fréquence fondamentale un peu assez simple, mais bon, qui a été testé de manière tout à fait empirique. La fréquence fondamentale est prise en compte et l'amplitude de ces 3 points également. Et une fois que ça a été analysé, il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton, play, Soliloque Go, et l'œuvre se joue toute seule. Mais à partir des échantillons qui sont présents donc dans le dans l'environnement logiciel, et donc ça crée en quelque sorte une sorte de recomposition du concert, d'une réinterprétation du concert à la suite de celui auquel on a assisté. Donc je ne vais pas rentrer sur les enjeux esthétiques que Lévy associe à cette œuvre, mais qui est assez souvent en fait créé. En fait, juste pour en revenir au plan vraiment des unités qui constituent le programme et de ce qui les environne, les unités, elles sont très très simples, c'est juste des sampleurs. Il y a 7 sampleurs différents. Dans la pièce, on n'en utilise que 6. Donc en gros, il s'agit de juste lire un échantillon à vitesse variable, donc à changement de vitesse simple, hein, donc avec transposition de hauteur conséquente. Contrôle de la position dans l'échantillon dans lequel on lit, contrôle de la durée de lecture, contrôle de l'enveloppe que l'on applique à cette lecture, mais c'est à peu près aussi basique que ça, et en sortie des traitements eux aussi très simples comme des filtres passe-bas ou des résonateurs euh, vraiment élémentaires également.
Mais ce qui est plus intéressant, donc pour ceux qui connaissent bien le langage Super Collider, on les trouve ces instruments ici, vous les avez sous les yeux. Chaque SINDEF en fait est un instrument. Vous le voyez, ils sont pas longs en termes de lignes de code, hein. Il y a l'un d'entre eux par exemple fait ça. Et bon, encore une fois, c'est juste un simple lecteur avec éventuellement un traitement simple à la suite de ça. Mais si on descend un petit peu, ce qui devient vraiment intéressant, c'est la manière dont ces lecteurs sont contrôlés en termes de structure musicale. C'est-à-dire que ici, en fait, le programme fait, j'ai pas compté les lignes à l'époque, je comptais encore en caractères et il y en a à peu près 40 000, je crois. Mais là, on est au tout premier, disons, cinquième du programme. Et tout le reste ressemble exactement à ça. Il y a quatre grandes parties. Pour chaque grande partie, il y a un ensemble de cellules et de motifs. Et chaque cellule, en fait, le dernier niveau de subdivision est bien le motif. Et chacun est structuré selon cette syntaxe toute simple. Toute simple pour ceux qui connaissent Super Collider, mais pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, il s'agit de créer des patterns, des motifs avec lesquels on va jouer différentes séquences de manière très flexible de paramètres pour les instruments. Par exemple, si je prends au hasard celle que j'ai sous les yeux, on est dans la partie 3, la cellule numéro 14 est constituée de 9 motifs, dont j'ai surligné le premier, qui va jouer l'instrument qui s'appelle Instfunk, donc c'est juste un sampler de base, sans traitement. Il va jouer le Soundfile 6, donc le sixième échantillon. TMX, c'est juste la position de départ du point d'amplitude maximale dans la première partie de l'échantillon, à vitesse normale, speed 1. Donc là, en fait, l'exemple sur lequel je suis tombé est très basique, parce qu'en fait, il contient que des valeurs statiques. Mais si on en prend un autre un peu au hasard juste au-dessus, par exemple, ça devient beaucoup plus intéressant, puisque on voit que, par exemple, le paramètre de fréquence, désigné ici par frec, contient une séquence. Donc fréquence, c'est la fréquence de coupure du filtre, hein. En l'occurrence, si c'est bien l'instrument Instfiltre, et c'est bien le cas. Donc vous voyez que vous avez une séquence qui fait que le premier élément va être coupé à 1600 Hz, le deuxième à 400, etc. Et ensuite ça revient à 1600 comme ça en boucle. Et vous pouvez comme ça créer des séquences qui se superposent de paramètres, mais de manière complètement désynchronisée. C'est-à-dire que euh, si vous avez deux éléments dans la séquence, si vous avez piano, forte, piano, forte, piano, forte, comme ça dans la séquence qui gère l'amplitude, vous pouvez avoir une séquence de trois valeurs pour les fréquences, 300, 400, 500, et comme ça vous avez ces paramètres qui se décalent dans le temps. Donc là j'ai pris un exemple très simple, mais ça peut évidemment se jouer de manière beaucoup plus subtile, sans compter que la bibliothèque de, de patterns, hein, donc de séquences, si on veut, dans Super Collider est très souple, même si finalement euh, ce n'est pas ce qui est le plus visible ici. Mais vous remarquez également, enfin un autre point très important également, c'est que toutes ces séquences, enfin une grande partie de ces séquences, sont ouvertes à des variables issues de l'analyse des échantillons. Par exemple, ce que je surligne ici signifie que la séquence de vitesse de lecture de l'échantillonneur, vous voyez qu'il y a une petite formule mathématique euh, dans laquelle il n'y a pas que des valeurs chiffrées, mais des variables comme L5 et L4 par exemple. Donc c'est la durée de l'échantillon 5 et la durée de l'échantillon 4. Donc ces valeurs sont bien prises en compte pour la réalisation de la séquence. Alors, maintenant que le principe de base est exposé, moi, ce qui m'intéressait un petit peu au départ en tant qu'analyste, c'était de créer moi-même un petit dispositif d'observation du comportement de différentes valeurs d'échantillons. Pardon. Donc, en fait, la procédure de rechercher, de découper soi-même des échantillons, de les réanalyser à chaque fois est assez fastidieuse. Donc, la première idée qui m'est venue à l'esprit une fois que j'ai constaté que la longueur des échantillons eux-mêmes, juste la seule valeur de durée des 6 échantillons et leur rapport était déterminante pour la macrostructure de l'œuvre, les rapports de durée des quatre parties et les rapports des durées de cellules à l'intérieur
de l'œuvre, je me suis dit que j'aimerais bien opérer une petite simulation toute simple de ce qui se passait en fonction de simples valeurs de durée. Donc là, j'en déclenche au hasard, par exemple. Alors ça, ce sont des fonctions dont je n'ai pas parlé, je ne vais pas rentrer dans le détail de trop maintenant, mais qui ont toutes la même forme, mais simplement qui ont des périodes, en fait, ou des pseudo-périodes tout à fait différentes selon les rapports des échantillons entre eux. Euh, et voilà, et par exemple, on a un exemple intéressant, j'aurais bien aimé faire ça pour toutes les parties, mais je ne l'ai fait que pour la première. La première partie de l'œuvre sur les 4 est composée de 13 cellules et qui ont des rapports de durée semblables, mais distordus en fonction des différentes valeurs d'échantillons. Voilà. Donc ça, c'est une première approche comme ça de finalement traduire en fait les formules qui sont disponibles dans le code Super Collider qui lui est en libre accès et de transférer ça pour vous faire des mesures toutes simples comme celles que j'ai effectuées ici. Mais pour en revenir à cette idée de segmentation, en fait, là en l'occurrence, quelque chose que j'aimerais proposer ici, et je ne l'ai pas fait du tout, même pas à une petite échelle, mais c'est une question qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir comment est-ce que chaque motif, par exemple, je veux descendre à tel motif ici, il y en a des motifs en tout, il y en a à peu près, il y en a plus de 500, hein, donc c'est évidemment assez fastidieux de faire de l'algèbre à partir de chaque, mais ne serait-ce que d'écouter comment un seul se comporte peut évidemment être disons, une tâche de reprogrammation de l'instrument assez passionnante. Bon, simplement, le code, je sais que comme Yann Orlareella, l'article que tu avais écrit dans le calcul de la musique était assez intéressant en termes de propriété d'un code informatique. Alors, j'ai oublié le terme du coup qui serait pertinent ici, mais pour avoir essayé rapidement, mais c'est pas, en fait, il s'agit pas juste de copier-coller une variable pour dire play 10, c'est pas si simple que ça du tout. Donc en fait, le code est pas fluide en fait du tout de ce point de vue-là. Donc, je crois que ça serait intéressant d'essayer de réfléchir enfin, c'est-à-dire de partir de cet exemple simple-là pour voir quelles seraient les façons les plus élégantes, entre guillemets, de réécrire légèrement le programme de sorte à ce qu'il soit, en fait, simplement plus lisible, hein, tout simplement. En fait, la question de l'écoute, là, en l'occurrence, est importante parce que quand on écoute l'œuvre une fois qu'elle a été réalisée, en fonction de on reconnaît bien l'œuvre, hein, quels que soient les échantillons, on reconnaît bien les grandes formes, les mêmes mouvements, simplement on reconnaît aussi le contenu sonore de chaque instantanisation. Si vous tapez Fabien Lévy Soliloque sur internet, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, vous trouverez directement sur son site à lui. Vous avez 4 ou 5 petites versions à écouter en ligne de Soliloque, dont un sur la Marseillaise, hein, c'est assez surprenant. Mais donc, par contre, impossible de reconnaître, hein, même en ayant beaucoup travaillé là-dessus, enfin difficile en tout cas de reconnaître à la simple audition, tiens, ceci est le motif 3 de la première cellule, de la première partie. Enfin, ça, c'est de l'ordre des choses que j'aimerais bien pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir explorer la chose de manière, en fait, orale, mais désolidarisée d'une écoute, de manière désolidarisée d'une écoute globale. Alors, après, évidemment, si on commence parce que quand même mon intervention, enfin, le titre de mon intervention était quand même un peu en deux pôles, en tout cas pour sa première proposition. Donc vous avez bien saisi là, dans ce que j'ai dit l'idée de vraiment partir de l'outil d'expression musicale lui-même. Au passage, hein, je ne vais pas en parler parce que je crois que je ne vais pas avoir le temps, mais juste là je parle d'instruments de musique au sens où ce sont des outils qui sont utilisés sur la scène, mais on peut aussi bien concevoir les mêmes choses pour un compositeur qui par exemple va opérer dans son studio de travail, c'est-à-dire au moment de la composition, par couche, par transformation successive d'un matériau sonore donné qu'il va transformer de manière A, puis de manière B, etc. Tout ceci étant hors ligne, enfin hors temps réel. C'était un avertissement. Et, et donc, pour un tel cas de figure, enfin je pense à Trevor Wishart parce que je vais avoir prochainement l'occasion de travailler sur une de ses œuvres pour laquelle il procède ainsi par centaines de transformations vraiment comme ça successives. Si on a la chance, et je crois que ça va être mon cas, d'avoir accès à ces sources et à ces méthodes de travail, etc., je pense qu'un bon exercice
musicologue, mais aussi enfin de musicologue dans le sens où on analyse le processus de création, mais aussi où on cherche à en transmettre un petit peu la teneur. Un bon exercice peut être vraiment d'essayer de montrer étape par étape. Bon, après, voici la source telle qu'elle est à l'origine, ensuite, voici la source telle qu'elle est après le premier traitement, etc., jusqu'au traitement numéro 100. Ça peut être tout à fait passionnant. Et donc, maintenant que ces trois éléments ont été évoqués, évidemment, bon, il est complètement illusoire d'imaginer un environnement absolu, idéal pour un petit peu importer tout ça, mais c'est justement là que finalement j'ai plus je ne dis pas que j'ai pas d'idées, mais j'ai plus de questions que de réponses toutes faites pour l'instant. Mais je crois qu'une bonne question pour notre journée aujourd'hui, mais enfin, pour notre groupe en général, mais particulièrement pour cette journée, c'est de, je, je crois que la difficulté n'est pas tant dans l'identification des éléments eux-mêmes, puisqu'on sait tous bien à la fois identifier les traitements sonores ou les traitements musicaux, hein. Par exemple, un exemple comme Omax qu'on a vu ce matin est assez facilement considérable aussi en tant que unité de traitement en fait de représentation symbolique, hein, si le cas échéant, mais je pense aussi au suivi de partition ou ce genre d'unité qu'on peut vraiment isoler, enfin, c'est-à-dire identifier et isoler sans trop de difficultés. La difficulté, à mon avis, la plus redoutable finalement, c'est d'essayer comment dire, enfin, c'est d'essayer. La difficulté la plus redoutable serait plutôt de, au niveau de la mise en commun d'unités venant d'environnements extrêmement hétérogènes comme un environnement super collider. Est-ce que ça a une signification de traduire en max les traitements que j'ai trouvés dans ce programme-là? En l'occurrence, c'est des programmes assez simples. Ils sonneraient probablement pas tout à fait de la même manière à cause des objets qui les constituent dans max ou qui les constitueraient dans super collider, mais dans certains cas, et dans certains cas, ça serait de toute façon un exercice intéressant, mais aussi un challenge, je pense, rien qu'au niveau de la traduction d'un langage à un autre. Mais du coup, bon, je crois qu'il y a des pistes à explorer aussi du côté de Faust avec ce niveau d'études. Mais par contre, alors du coup, c'est pour ça aussi que j'ai pris cet exemple de Fabien Lévy, c'est qu'au niveau de réécrire des patterns, enfin tout le système de patterns de Super Collider va pas du tout de soi en fait à réécrire en max. Donc on a vraiment cette question de si, admettons que j'ai envie d'écrire une unité de filtre toute simple, hein, que je constate qu'elle est utilisée à la fois dans l'exemple de Manoury et dans l'exemple de Super Collider, et que j'ai envie de les mettre en commun de sorte à ce qu'on puisse à la fois les manipuler telles qu'elles se comportent en fait dans l'œuvre de Manoury ou dans l'œuvre de Fabien Lévy, qui sont deux cas, mais j'ai pas tellement pu trouver d'étendue plus grande de différence en termes disons, informatique. Euh, Quelles sont les pistes? Bon, pour l'instant, j'ai pas fait énormément de tests en ce sens, mais je pense que la question vaut le coup d'être posée dans la mesure où si tel cas de figure, par exemple, n'est pas possible, je pense qu'en tout cas, quand je vois par exemple des programmes comme ceux de Florence Bachet et à côté de ceux de Manoury par exemple, là on sent une similarité évidente en fait du fait notamment que les deux ont probablement été largement programmés par Serge le mouton, mais disons que moi la question que je me pose à chaque fois c'est finalement même pour le musicologue programmeur, enfin pour le dire de cette manière très rapide, euh, même pour quelqu'un qui a cette fonction-là, la tâche est extrêmement fastidieuse de recommencer à zéro une analyse comme ça. Je pense qu'il y a un intérêt certain à essayer de. Comment dire? Encore une fois, en tant que musicologue, c'est pas quelque chose qu'on demande aux compositeurs de faire a priori pour que les musicologues puissent avoir la vie facile ensuite, mais cette idée en tant que musicologue, si je veux partager ça à quelqu'un qui de toute façon ne va pas faire ce travail, est-ce que l'idée d'un environnement un petit peu, pas général encore une fois, et encore moins universel, mais un petit peu transversal entre plusieurs œuvres est envisageable ou pas? Voilà, donc finalement je crois que je vais arrêter là et laisser la question complètement ouverte.
centré d'abord sur Neptune. C'est un petit peu ce que je fais faire à mes étudiants de master. Je leur fais prendre, on a des thématiques comme ça avec des instruments, je leur fais prendre des pièces mixtes avec tel ou tel instrument, et puis comme ça extraire, on leur dit, bon, tel traitement vous intéresse, alors là c'est plus dans une vision de création, le sampleur là vous intéresse, alors le travail c'est d'aller l'extraire, de le rapporter devant nous et de le faire marcher. Et l'isoler, comme tu disais, c'est assez facile, mais le remettre dans son contexte, notamment son contexte de contrôle, c'est en général assez difficile. Toi, tu t'en sors assez également parce que tu repasses par les événements de Neptune, par exemple. Mais même là, c'était pas trivial en fait comme opération. C'est pas trivial. Et je sais, par exemple, l'an dernier, ils m'ont fait le sampleur Trevor en écho. Et ils ont eu un mal fou parce qu'il y avait des choses très très enfouies, et notamment des variables dont les valeurs étaient pilotées par un drunk Trevor, donc des variables de tirage au sort, etc., des variables qui n'arrêtent pas de bouger, qui ne sont pas du tout des variables de haut niveau, qu'on ne voit pas du tout, et qui sont un peu enfouies dans le patch, et qui vont venir moduler, et si on ne module pas, l'effet n'est pas obtenu. Donc il y a une difficulté à ressaisir le module dans son contexte et ses paramètres de contrôle, et ça c'est vraiment pas évident. Et c'est là que justement, j'avais l'intention d'en parler mais je m'aperçois que je l'ai pas fait, c'est que en fait c'est au niveau c'est que en fait ce cas de figure là en l'occurrence pose vraiment la question de la pertinence de l'identification d'un segment en fait, c'est-à-dire que si je reste dans le domaine purement sonore et que je prends l'exemple d'une réverbération, est-ce que ça fait sens d'isoler chacun de ces délais en tant que délai? Et de toute évidence, pour le technicien, oui, pour le musicien, sans doute moins. Mais pour ce cas de figure, justement, où on aurait tendance à extraire vraiment de noyaux purement sonores, est-ce que c'est la bonne échelle d'extraction? En effet, c'est... Certains s'en sont amusés, ils les ont repris parce qu'ils produisent des pièces pour le concert de fin d'année. Certains ont repris les choses chez Francesconi, chez Manoury, parce que ça les intéressait du point de vue sonore, donc ils ont lutté, ça, vraiment, certains, pour arriver à dompter, d'avoir vraiment le plein contrôle des modules tel qu'il était écrit. Et donc l'initiative a été, enfin quand tu dis qu'ils étaient intéressés par les résultats sonores, l'initiative générale était la tienne et pour tous les détails c'était... Parce qu'en fait on a des ateliers instrumentaux, donc avec un certain nombre d'instruments qui sont choisis. Donc, l'an dernier c'était la clarinette par exemple, le trombone, donc on a choisi Animus de Francesconi, Devenir de Frédéric Durieux pour clarinette, et voilà. Et après ils avaient toute latitude pour aller... donc ayant un tromboniste et un clarinettiste, essayer des choses, et puis après les démonter et les faire, sachant qu'ils allaient eux-mêmes produire des pièces pour ces instruments-là. Donc il faudra conclure notre groupe par un concert. T'as des idées d'outils informatiques dont tu rêverais pour faire ce type d'analyse, justement du code, etc. Pas réellement en fait. Là, disons que pour l'instant, quand j'ai tendance à me livrer à ce genre d'approche, ici aussi bien pour l'exemple de Lévy d'ailleurs, j'ai vraiment tendance à tout de suite à retourner dans Max à cause de la facilité d'emploi, mais évidemment le problème c'est que je me heurte tout de suite aux limites du langage en fait de Max. Par exemple pour cette histoire de pattern, je pense que c'est un challenge intéressant à relever, mais je me demande si ça relève pas tout simplement de l'impossibilité en fait pure et simple. Mais enfin je veux dire sans passer par des externals écrits expressément pour ça. Non, c'est une bonne question. Le langage idéal, pour moi, il aurait, je pense, des facilités graphiques. Mais en fait, j'aime bien l'exemple des motifs, encore une fois, parce que c'est tellement difficile à exprimer autrement que là, en texte et en variable, en fait, que est-ce que ça fait sens, par exemple, de prendre en fait à mon avis ça ferait sens en admettant qu'on ait des grosses vraiment des motifs, pas juste 5 valeurs qui se tournent en boucle, mais quand ça évolue, et c'est le cas dans cette pièce de Fabien Lévy, mais il peut arriver que sur 10 000 points par exemple, qu'on n'ait jamais absolument la même valeur, avec une courbe qui par exemple celle que vous avez entrevue, que j'ai pas proprement montrée,
Mais voilà, ici, il y a une courbe qui gère un petit peu un grand nombre de paramètres différents en fonction du temps, enfin, du numéro d'index au niveau des séquences. Donc il y en a deux qui sont cosinusoïdales, enfin, ou pseudo-cosinusoïdales en haut, et juste en bas de mon écran, il y a cette fonction donc, qui s'appelle rampfunc. Hop. Alors, là, juste, c'est la façon dont. Pardon. Voilà. Je vais pas y arriver en fait, il faudrait que. Ah oui, voilà. Donc la courbe comme funk, là ici c'est sur 1000 points apparemment, donc si je la représente sur 10 000 points, voici comment elle évolue au cours du temps. Donc par exemple, ce qui m'intéresserait éventuellement, c'est de trouver quelque chose qui ait une facilité graphique pour, enfin disons que je considère juste un motif donné. J'aimerais pouvoir, sachant que ce motif donné a toujours un nombre fini hein, de points, j'aimerais pouvoir avoir une représentation comme celle-ci, par exemple, si admettons que ce soit l'évolution de la spatialisation, et qu'en dessous, un autre paramètre évolue avec une autre forme, etc. Donc je pense que graphiquement, ça peut être vraiment très très utile d'avoir des représentations comme ça, graphiques pour ça. Mais là, la question, c'est qu'en fait, pour faire mes petites... Pour analyser le code, tu t'y prends comment? Alors, c'est assez simple, en fait, pour l'analyser, je regarde les formules et en fait, je les recopie tout simplement dans Max, mais ce qui est déjà, même en soi, assez fastidieux, évidemment, mais Pourquoi tu les recopies pas dans Super Collider en les isolant? hmm, c'est une bonne question parce que pour moi en fait, mais la réponse est très simple en fait, c'est parce que je veux dire l'objet buffer de Max va me permettre de le représenter visuellement beaucoup plus rapidement que je le ferais dans Super Collider, mais je sais que je pourrais le faire dans Super Collider. Ouais. Une question que je me pose, c'est moi en fait là c'est toujours un peu ce snobisme de Max qu'on a pour juste avoir une certaine élégance graphique en fait, supposée, puisque en réalité je pense que on pourrait aller assez loin. Je pense que, enfin, pour tout ce qui est de représentation visuelle, j'ai toujours tendance, mais peut-être à tort, à considérer que Max va me permettre de faire des choses un peu plus léchées, un peu plus rapidement, tout simplement, mais sans exclusive. Donc, alors, par contre, en termes de traduction, c'est évident que si je commence à réfléchir à la question, je vais clairement gagner du temps si je me construis une petite classe de visualisation de formules dans Super Collider, si ça n'existe pas déjà. Je vais clairement gagner du temps à rester dans l'environnement Super Collider lui-même. Ouais. Je trouve que ça pose un problème assez fascinant parce que finalement en informatique, on a des débuggers, on a des choses comme ça qui sont assez rustiques. Et là, on se rend compte qu'à des besoins d'analyse, il faudra des outils hyper sophistiqués qu'on n'a pas du tout. Du coup, ça prouve encore une fois que les questions musicales peuvent amener à des questions d'informatique théorique qui sont très intéressantes. Par exemple, si tu as un enregistrement sonore d'une œuvre procédurale comme ça pourrait être intéressant de dire tiens, cette partie-là, comment elle est calculée? Être capable de retrouver la partie du code qui code cette partie-là, par exemple, différents traitements, remonter sur les traitements. Enfin, j'imagine qu'il y a des tas d'outils super intéressants à imaginer et compliqués à développer. Donc, ouais, c'est. Non, voilà, c'est une question intéressante. Ouais, désolé, hein, j'ai pas de. C'est bien d'apporter des questions. Absolument. La structure du canon de VUSA, elle est sur les cellules, je suppose. Pardon? La structure du canon de VUSA, elle est sur les cellules. Alors ouais, ça c'est dans la quatrième partie de l'œuvre, qui doit être déjà là, qui est la plus volumineuse en termes de... Et donc, oui, là je suis dans la troisième partie. Donc là il y a un niveau supérieur au niveau de la quatrième partie, c'est-à-dire que donc partie, cellule, motif. Mais en fait, les cellules et motifs sont organisés en canons en fait. Donc il y a le niveau canon qui est. Voilà. Donc je crois qu'il y a 8 canons en tout dans cette partie-là. En fait, pour la petite histoire, Lévy a apparemment, d'après ce qu'il m'a dit, à l'origine, implémenté ces canons de VUSA pour des raisons
de puissance informatique, parce que par principe, ces canons de VUSA ne déclenchent jamais plusieurs événements en même temps. En même temps, oui, absolument. Et donc pour lui, c'était une façon d'économiser, enfin de faire des choses perceptuellement extrêmement complexes, tout en étant peu demandant en ressources informatiques. Ce qui est assez... Enfin, quand on voit cette partie-là, j'ai pas eu le courage de m'y attaquer, mais je le ferai probablement bientôt. Mais enfin, malgré les explications qu'il m'a fournies, je reste impressionné par enfin, sachant qu'il a eu apparemment, d'après encore une fois son témoignage, il a eu une attitude assez empirique au niveau de tiens, voyons quel rapport de fréquence va faire sonner tel sample. Bon, j'imagine qu'il a fait, qu'il n'a pas été, j'imagine qu'il a eu comment dire, des mécanismes de reproduction automatique pour un grand nombre de choses, mais quand même il y a une certaine, enfin la précision de l'écriture, sachant que ça a été fait quand même assez empiriquement et assez impressionnante en fait dans cette œuvre. Et lui, dès le départ, il a fait cette œuvre de manière générique comme ça, ou il a d'abord fait une œuvre avec des matériaux, et puis après il s'est dit tiens, je vais abstraire les matériaux, et puis... Je crois pas qu'il ait eu de modèle original instrumental. Non, non. Il faudrait quand même le lui demander pour en être certain, mais à ma connaissance, non. Mais l'idée pour lui, ça L'abstraction déjà, c'est ça. Oui, est-ce qu'il a fait, tu peux imaginer de faire une œuvre en partant de matériaux, et puis après tu te dis tiens, qu'est-ce qui se passe si je remplace tous les matériaux des fichiers audio par d'autres fichiers audio. Ouais, et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a quand même, dès le début, il a toujours travaillé un peu de manière comme ça, en contact direct avec des matériaux, mais il n'avait pas particulièrement un set de matériaux précis avec lui.